où les relations entre Paris et Alger, aussi entre crispation et tentative d'apaisement. Pouvez-vous nous dire dans quel cadre s'inscrit votre visite? Écoutez, je suis venu apporter une autre voix que celle que les Algériens et les Algériennes entendent par le biais des médias français. Oui. Celle de millions de Franco-Algériens qui, aujourd'hui, s'agacent de voir des personnes dans certains ministères abuser de la gentillesse de l'Algérie, comme si la colonisation n'avait jamais existé, et agressent sans cesse les Algériens et les Algériennes, qui pourtant, comme des millions d'Algériennes et d'Algériens, sont noués avec les Françaises et les Français qui ont ou des amis, ou de la famille, ou qui ont carrément tissé des liens qu'on ne peut pas détruire, c'est-à-dire des liens de mariage. Donc, je suis venu porter notre voix, celles et ceux qui aujourd'hui condamnent toutes les nostalgies de l'OAS ou de la colonisation qui, par électoralisme, agressent actuellement l'Algérie. Je suis venu pour essayer, à mon humble place, de porter une autre voix, celle du égal à égal, pour que nous essayions de construire quelque chose avec le peuple algérien qui soit quelque chose de bon pour les deux rives de la Méditerranée. Très bien, votre visite intervient à l'approche d'une date très importante et hautement symbolique pour le peuple algérien, à savoir le 5 juillet, la date de l'indépendance algérienne. Comment vivez-vous cette visite à la fois personnelle et, si je puis dire, fortement et profondément liée à la mémoire collective? Je suis, comme ma mère qui est présente ici, très touché par l'accueil du peuple algérien, et j'ai pu aller me recueillir sur la tombe de mes ancêtres, les grands-parents de ma mère et ses arrière-grands-parents, et nous sommes très touchés de l'accueil que nous recevons. Mais il ne faut pas se leurrer, nous avons bien évidemment un contexte politique très complexe avec l'État français, et il est grand temps, je pense, que nous reconnaissions en fait que la colonisation était une grave erreur et qu'il faut maintenant avancer ensemble, main dans la main, avec donc ce peuple frère qui est l'Algérie. Très bien. Une chose que beaucoup de personnes ignorent aujourd'hui, c'est que vous avez des origines algériennes. Tout à fait. Si vous pouvez nous en parler. Écoutez, tous les frères et sœurs de ma mère sont nés à Oran, son père et son arrière-grand-père. Et donc, du coup, nous avons découvert que nous avons donc pas mal d'ancêtres ici à Oran, et dont une ancêtre, une arrière-grand-mère qui était donc une responsable d'un dispensaire à Senia, qui était, elle, musulmane, et mon grand-père, lui, chrétien. Donc, mon grand-père a été enterré dans un carré chrétien et ma grand-mère dans un carré musulman. Mon arrière-grand-mère, que nous recherchons actuellement. Mais nous sommes allés déjà nous reposer sur la tombe des nôtres, et ça fait chaud au cœur d'être accueillis. Les gens étaient tous là au cimetière pour nous amener sur les restes de nos ancêtres, et c'est très touchant, parce que l'accueil, j'ai jamais reçu un tel accueil dans un autre pays pour le moment. Très bien, parlez-nous un peu de cet accueil des Algériens et de leur hospitalité. Eh bien, écoutez, c'est fou. Votre sourire en dit long, d'ailleurs. Mais c'est inexplicable. C'est-à-dire que, bon, je sais qu'ils ont vu des actes forts et symboliques que j'ai effectués dans l'Assemblée nationale. Notamment, je me suis battu avec les nostalgies de l'OS, où il y a des personnalités politiques qui sont les descendants des fondateurs de l'OS, qui a été quand même reconnu par la France comme organisation terroriste. Je me suis battu contre ces gens-là quand ils essayaient de casser les accords franco-algériens, et j'ai été verbalisé, j'ai reçu pas mal voilà, on m'a remis à l'ordre, entre guillemets, voilà, et j'ai envoyé même des cartes de vœux à Madame Tabarot en lui disant vive l'Algérie libre, parce que c'est important aujourd'hui de s'opposer à toute colonisation ou tout non-respect du droit international, comme je l'ai fait d'ailleurs quand je me suis rendu en Arménie avec le Haut-Karabakh, comme je l'ai fait en Palestine quand je me suis rendu sur place en février de l'année dernière. C'est hyper important de faire respecter ça. Et puis quand vous êtes un homme politique avec des valeurs et que vous ne baissez pas la tête face, on va dire, aux grands de ce monde, aux grandes têtes pensantes, mais qui en fait n'ont plus aucune valeur, eh ben, le peuple vous remercie, et je le vois ici, parce que j'ai été reçu comme si j'étais un président de la République, alors que je ne suis qu'un simple député
des quartiers nord de Marseille, effectivement, où il y a quand même pas mal d'Algériens et d'Algériennes dans ce secteur, mais ça ne fait pas de député, moi... mais qui en a fait beaucoup quand même ces derniers temps, ces Oui. derniers mois. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On a bien entendu parler de vous d'ailleurs. Vous êtes sensible aux enjeux de mémoire, de justice et de souveraineté. Quelle place occupe pour vous aujourd'hui l'Algérie dans l'imaginaire et même la réalité franco-française aujourd'hui? Bah, écoutez, il y a un lien qui est incassable. C'est-à-dire que vous avez des millions de Franco-Algériens qui sont comme cimentés à travers les deux pays, que ce soit la France ou l'Algérie, que ce soit des Algériens pour la France et des Français pour l'Algérie. Et donc, du coup, ce ciment-là n'est pas cassable et nous sommes dans une vision des choses qui nous amène aujourd'hui à réfléchir à comment, par le biais de la mer Méditerranée, qui nous lie en quelque sorte, à essayer de trouver les moyens nécessaires pour que l'économie entre ces deux peuples reparte et que nous arrivons justement entre le port de Marseille, par exemple, et le port d'Alger, le port d'Oran ou le port de Djenjen, essayer de renouer des liens pour que le commerce reprenne entre ces deux pays. Et c'est l'objet de ma visite. Je suis venu apprendre et non pas donner des conseils. Je suis venu m'instruire sur une situation et demander conseil, parce que vous le savez très bien, je suis aujourd'hui député, mais il y aura d'autres échéances électorales, et peut-être que je serai à même un jour à décider. Et donc, ce jour-là, j'aurai donc les éléments à ma capacité pour pouvoir encore plus lier nos deux peuples. Très bien. Quand vous observez les débats politiques en France sur l'Algérie, l'immigration et même sur les binationaux, avez-vous le sentiment que ce lien ancien est malmené, voire même instrumentalisé? Il est très instrumentalisé. C'est les médias français tenus par des personnes d'extrême droite, souvent nostalgiques de l'époque coloniale, qui aujourd'hui balancent des fake news, c'est-à-dire des choses qui sont absolument erronées, et dont les politiques français, qui eux-mêmes sont nostalgie de la colonisation, aujourd'hui essaient et reprennent les éléments pour pouvoir aujourd'hui vendre du mensonge à un peuple qui se fait endoctriner carrément dans les chaînes privées et même voire publiques. Et donc c'est pour moi aujourd'hui important de remettre les choses dans son contexte, même si je suis visé, montré du doigt, souvent maltraité sur les réseaux sociaux, où je reçois énormément de menaces. Je suis peut-être le politique français, avec Rima Hassan, que vous connaissez très bien, oui, le plus menacé de France. Mais je suis très fier d'aujourd'hui poser des bases qui sont des bases du respect du droit international, du respect des peuples, du droit que nous avons à vivre chacun en paix dans les deux côtés des deux rives. Et donc, du coup, c'est important pour moi d'essayer de mettre ça en valeur. Parlons à présent du retrait par l'extrême droite française d'un projet visant à dénoncer les accords migratoires avec l'Algérie. Comment avez-vous personnellement accueilli ce retrait? Eh bien, eux, si vous voulez, ils considèrent qu'il faut arrêter l'immigration de masse. Ils considèrent que les accords franco-algériens, par exemple, sont la porte ouverte à toute l'immigration sur le territoire français. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que l'immigration rapporte énormément au pays français, énormément par le biais de la culture, par le biais de la connaissance, mais aussi par le biais économique, puisque aujourd'hui l'immigration rapporte et augmente le savoir-faire, augmente la main-d'œuvre dans des corps de métier qui aujourd'hui est parfois rejeté par les Françaises et les Français. Et ça n'apporte que de belles choses, l'immigration. Ce n'est pas vrai ce que dit l'extrême droite de ce pays en pointant du doigt des personnes qui seraient soi-disant immigrées, qui profiteraient du système social français. Mais le système social français ne permet pas à des personnes qui migrent vers la France d'obtenir des aides. C'est faux. Ils ont déjà tout supprimé. Oui. Et donc, du coup, c'est une manière aujourd'hui de stigmatiser toujours une population, bizarrement, toujours une population qui est musulmane. Ils ne l'ont pas fait pour, par exemple, quand il y a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine, où des milliers d'Ukrainiens ont migré vers la France, on leur a donné des appartements publics, des hôtels à disposition, de la nourriture. Mais nous ne le faisons pas quand ces personnes viennent de l'Afrique ou voire du Maghreb. Et donc tout ça,
c'est extrêmement désolant parce qu'on perd le sens de l'humanité. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur français en fait son cheval de bataille. Oui, Retailleau en a vraiment, après vous, après le gouvernement, fait semblant qu'il ne vise pas les Algériens et les Algériennes, mais il les blesse au fond d'eux. Et il blesse aussi toutes les personnes qui sont amies, comme j'ai pu vous le dire, ou qui travaillent, ou qui ont noué des liens familiaux forts, comme le mariage. Ces gens-là sont vraiment blessés en eux-mêmes, et lui, il le fait à des fins électoralistes, pour essayer de caresser dans le sens du poil l'extrême droite qui est grandissante aujourd'hui dans notre pays, qui est la France, et donc c'est pour cela que je fais partie de la France de l'insoumission avec Jean-Luc Mélenchon. Nous nous battons contre cette extrême droite, et notre seule bataille est l'extrême droite. Et puis après, nous avons bien évidemment un programme politique qui nous amène à apporter des solutions au manque de justice sociale, au manque de justice économique que nous rencontrons, mais cela passe vraiment dans un second plan, puisque la bataille majeure d'un politique en France doit être celle de quelqu'un qui doit se battre contre l'extrême droite de ce pays. D'ailleurs, du côté algérien, on dénonce une parole politique française qui reste prisonnière d'un logiciel et d'un passé colonial. Pensez-vous qu'il existe encore à Paris une difficulté à considérer l'Algérie comme un partenaire égal ? Écoutez, madame, les élections, c'est cyclique. C'est tous les 5 ans. Ne les écoutez pas. Ne faites pas cas de leurs paroles, puisqu'ils le font pour les élections. Mais bien évidemment, ne vous faites pas marcher dessus. C'est comme ça. Il faut ne pas se faire marcher dessus, mais en même temps, on ne peut pas écouter des gens que nous allons, nous, et je vous le dis avec le plus grand sourire qui existe, que nous allons donc faire dégager, pour utiliser un mot très familier, la prochaine élection. C'est ce que je souhaite et c'est par cela que nous aspirons notre politique actuellement. Toutes ces agressions, qu'elles soient verbales ou diplomatiques, n'existeront plus dès lors que nous arriverons au pouvoir, parce que nous sommes là pour essayer d'amener la paix entre les peuples. La France a perdu de sa grandeur de parole quand elle, appelait à la paix. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La parole de la France n'est plus entendue. Et elle le sert aujourd'hui de provocatrice à travers son gouvernement. Mais j'ai encore foi en la France. Je suis député français, très optimiste sur la politique qui arrive. Et je vous donne peut-être rendez-vous dans quelques années avec un gouvernement de gauche qui respectera toutes les personnes qui doivent être respectées, notamment l'Algérie, qu'il ne faut pas oublier, qui a été colonisée et qui a laissé d'ailleurs pas mal de traces dans les mémoires des Algériens et des Algériennes, mais aussi sur l'aspect architectural, puisque nous le voyons derrière vous. Très bien. D'ailleurs, Sébastien, vous faites partie de ces élus qui ont osé nommer les choses concernant la bande de Gaza. Ce que nous vivons depuis octobre 2023 est une tragédie sans précédent. Famine, siège, bombardement sans cesse. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à continuer à dénoncer cette guerre, même quand certains vous accusent de radicalisme ? Écoutez, madame, moi je me suis rendu sur place l'année dernière, en février 2024. Dans la bande de Gaza. J'ai été arrêté, puisqu'on n'a pas pu passer. Donc nous sommes arrêtés à la frontière de Rafah, entre l'Égypte et Rafah palestinien. Nous avons pu constater, l'année dernière, que l'aide humanitaire ne passait absolument pas la frontière entre l'Égypte et la Palestine, puisqu'il y a donc un corridor qui est sous l'autorité, je dis bien entre guillemets, coloniale de l'État israélien, plutôt du Premier ministre israélien d'extrême droite et de son armée génocidaire. Et donc, du coup, nous prenons, nous en France, l'embargo sur les armes, puisque vous avez pu le voir, des dockers ont bloqué des conteneurs pour pas qu'ils aillent jusqu'en Israël, parce qu'ils contenaient des armes. Nous appelons à la reconnaissance d'un État palestinien, que vous avez d'ailleurs ici reconnu en Algérie. Nous appelons aussi à ce que l'accord d'association entre l'Europe et Israël cesse, pour que nous touchions au porte-monnaie des États qui aujourd'hui sont en train de produire un acte génocidaire.
La Et France tout devait ça, reconnaître l'État palestinien il ne l'a pas en fait. juillet, mais ça n'a pas été fait. Pourquoi? Il ne l'a pas fait parce que Macron est un manipulateur hors pair. Et je voulais juste quand même recentrer le débat sur ce qui est le plus important aujourd'hui. Vous avez plus de 55 000 morts officiels, Tout à fait. mais des études, notamment avec l'université d'Oxford, nous expliquent qu'il y a plus de 377 000 personnes qui sont portées disparues. Vous avez des journalistes qui sont tués, vous avez des humanitaires qui sont tués, des professeurs, vous avez des médecins, Des enfants. des femmes. enfants Tout à fait. et des femmes. Et cette situation est inconcevable. Et je pense que nous devrions peut-être faire comme vous, c'est-à-dire porter le plus haut possible cette question, essayer de peser à l'international pour que tout cela cesse. Face à ces images glaçantes qui nous viennent quotidiennement de la bande de Gaza, des enfants tués, brûlés, comme ce fut le cas il y a 24 heures, un enfant nouveau-né qui a été calciné par un bombardement. Où est le droit international dans tout ça? Le droit international, madame, est aujourd'hui bafoué, violé par un État qui, par le biais de son armée, génocide tout un peuple. Aux yeux du monde, des personnes réagissent. Ou parfois, des héros humanistes prennent la parole, font un geste fort, et tout ça, à chaque fois, alerte les populations et les gouvernements. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que les forces internationales que pouvaient représenter aujourd'hui les États quand ils se mettaient autour d'une table n'a plus grand sens face à une entité qui est le gouvernement d'extrême droite israélien qui, aujourd'hui, on va dire, chapeaute un peu ce qu'il a envie de faire dans sa politique. Et c'est très dommage parce que nous avons perdu tout honneur en ne pas respectant le droit international. Et le droit international ne peut qu'apporter la paix, ne peut qu'apporter des discussions et éviter justement toutes ces guerres. Mais ces guerres, vous le savez, je pense très bien, sont des guerres qui rapportent beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de flux financiers autour de ces guerres. Ça coûte très cher d'avoir de l'armement, mais aussi c'est un espace d'échange. Et donc du coup, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'Union européenne doit arrêter l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne pour justement taper au portefeuille ces dirigeants qui sont en train de génocider tout un peuple. Et donc j'appelle au respect du droit international, comme je l'ai fait en Arménie, avec le Haut-Karabakh d'ailleurs. Très bien. Aujourd'hui, certains dirigeants européens commencent timidement à parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire d'épuration. L'Union européenne évoque aujourd'hui aussi des violations graves des droits humains. Est-ce enfin un tournant? Vous savez, il vaut mieux être une personne qui, même à la dernière heure, se dit « bon là, il faut quand même que je change mon état d'esprit ». Il vaut mieux que ce soit des gens comme cela, plutôt que ce soit des soutiens inconditionnels à un gouvernement génocidaire et qu'ils ne comprennent même pas ou ils ne veulent pas comprendre, ils font semblant de ne pas voir ce qu'il se passe. Donc je suis quand même satisfait, mais cette hypocrisie a causé des millions de morts, des milliers de morts et des milliers de disparus. Et donc du coup, c'est important de ne plus faire confiance aux personnes qui dirigent et qui ont attendu 1 an, voire 2 ans, avant de s'insurger de cette situation. Donc je souhaite que les peuples, peu importe où ils se trouvent, et si les gouvernements, on va dire, n'ont pas agi comme il se doit, ou les politiques n'ont pas agi comme il se doit, de s'insurger face à eux et de ne plus les remettre au pouvoir. Très bien. Quand vous entendez l'Union européenne appeler à un cessez-le-feu immédiat tout en continuant à commercer avec l'entité sioniste militairement, bien sûr, que vous inspire ce double discours? De l'hypocrisie, tout simplement. De l'hypocrisie qui amène à oublier l'humanité tout entière, qui amène à oublier qu'une vie est importante aux yeux de tout le monde, normalement. Et l'argent et les flux financiers font que nous perdons un peu foi en l'humanité. Mais ça reste cyclique, puisque je vous le dis, il y a des élections et on peut faire changer les choses. Et donc, c'est important que le peuple se mêle maintenant de ces situations. Et je pense que
ça sera le cas. Et je pense que les dirigeants, quel que soit le pays, qui ont pris des positions, notamment comme l'Algérie sur la Palestine, seront remerciés comme il se doit parce que c'est des personnes qui ont, entre guillemets, imposé une façon de penser qui était finalement la bonne dès le départ et qui sont du bon côté de l'histoire, mais pas du bon côté du règlement, de peu importe où ils se trouvent, ou de ces marchands de flux financiers qui aujourd'hui détruisent l'humanité. Et en prenant le cas de Rima Hassan, cette femme courageuse qui a été arrêtée par l'armée sioniste, face à tout ça, l'Union européenne ne s'est même pas exprimée à ce propos. Aucun mot. Mais vous voyez donc l'hypocrisie de cette Union européenne qui aujourd'hui, on va dire, est focus, canalisé sur les flux financiers, sur ce qu'elle peut aujourd'hui gagner pour pouvoir peser à l'international. Et on oublie qu'un député européen doit normalement être secouru de façon diplomatique, ne serait-ce que cela. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a même pas été condamné. Tout à fait. Et c'est pour cela que... C'était la moindre des choses, d'ailleurs. Mais Rima, ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Tout à fait. Mais ça a aussi des répercussions sur le fait qu'elle a pu montrer aujourd'hui, à l'Europe entière et à l'international, que les autorités compétentes dans les plus hautes instances publiques et politiques sont aussi des hypocrites face à ce génocide. Même si nous le voyons et nous le comprenons quand nous voyons des images et que nous disions mais personne n'est en train de réagir face à cela. La complicité a été mise à nu d'ailleurs. Exactement. C'est ce que j'allais vous dire. C'est là où nous nous rendons compte que la complicité a été mise à nu face à tous ces personnes qui aujourd'hui alertent. Comme le jour où d'ailleurs j'ai brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Oui. C'était pour dire arrêtez de vendre des armes, arrêtez de ne pas reconnaître la Palestine. Il faut la reconnaître, c'est important. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Qu'est-ce qu'on a fait? On m'a verbalisé plutôt que de me médailler. Moi, si j'étais la présidente de l'Assemblée nationale, j'aurais médaillé la personne qui aurait fait ça. D'ailleurs, juste après, vous avez chanté un Adami Falastini. Mais il valait mieux le faire. Oui. Il valait mieux le faire parce que rendez-vous compte quand même qu'un député de la France dit qu'il y a du sang palestinien dans ses veines qui coule. C'est hautement symbolique. Tout à fait. Pour dire que nous sommes de l'autre côté de la Méditerranée, avec eux dans la pensée, mais même dans l'action politique, et nous ne les lâcherons pas. Et nous avons vu d'ailleurs le peuple s'émanciper et sortir dans la rue pour leur dire qu'ils existaient. De plus en plus d'ampleur, les gens descendent tous les jours, quotidiennement, dans les rues pour dénoncer ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Ça fait très longtemps qu'ils descendent dans la rue, madame. Ça fait même... Mais est-ce que cela changera quelque chose un jour? J'ai envie de vous dire que j'ai toujours cru en la force populaire pour faire changer, on va dire, les états d'esprit des politiques qui dirigent les États ou les administrations ou les ministères. Mais là, on est dans un conflit international, je pense, extrêmement important, extrêmement grave, qui amène à peut-être se dire qu'il va falloir être beaucoup plus nombreux dans la rue. Et malgré cela, vous voyez bien que rien n'avance. C'est vraiment, je pense, à la communauté internationale, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, à agir le plus fermement possible pour arriver à en finir avec ce génocide en cours à Gaza. Très bien. Dans un paysage politique français, parfois verrouillé, où la voix des peuples opprimés est étouffée, quel est votre espoir aujourd'hui pour Gaza, pour l'Algérie et aussi pour les ponts qui restent à bâtir entre les peuples? Écoutez, je vous l'ai exprimé en début d'émission pour vous exprimer le souhait que je venais essayer de rassembler les deux peuples à mon humble place. Et il faut surtout respecter les personnes que vous avez en face de vous. Arrêtez de croire que vous êtes au-dessus d'eux, ne pas croire que c'est des personnes bêtes, mais essayez de plutôt les considérer, les respecter pour pouvoir essayer d'avancer. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu m'enrichir de tout ce que vous avez aujourd'hui dans ce pays et essayer de créer des ponts entre nos deux peuples pour arriver. Et je vous ai donné un petit exemple, malgré que je réfléchis, j'ai quand même donné un exemple, celui de celle de la mer Méditerranée.
dont nous avons extrêmement besoin pour pouvoir justement essayer de relancer le commerce international et notamment entre la France et l'Algérie. Et l'Algérie. Très bien, quelque chose à ajouter en dernier mot? Je remercie vraiment les Algériens et les Algériennes et toutes les personnes qui ont facilité ma venue et qui m'ont accueilli d'une manière inexplicable et incommensurable. C'était magnifique. Merci beaucoup au peuple Merci à algérien. vous. Merci de nous avoir accordé ce temps et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci à vous. إذا مشاهدينا نواصل هذا الموعد